Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Finance Academy qui est dédiée à la bourse et au stock picking. Alors aujourd'hui on va voir une thématique qui tourne autour des offres publiques, que ce soit les OPA, les OPR, les OPRO, les offres publiques d'achat, les offres publiques de retrait, les offres publiques de retrait obligatoire. Alors si jamais pour vous c'est pas très clair tout ça, il y a un peu de confusion, alors cette vidéo est faite pour vous. Je vous partage tout ça derrière le PC, je vous dis à tout de suite. Alors le plan de cette vidéo, on va regarder les définitions des OPA, OPR, OPRO, puis on regardera les réglementations qui sont associées, on abordera aussi les questions courantes et on fera des exemples. Alors définition des OPA, OPR, OPRO, donc une OPA c'est une offre publique d'achat où il y a quelqu'un, ça peut être une personne physique ou une personne morale, qui souhaite contrôler une société ou augmenter son contrôle, moyennant une somme versée aux actionnaires qui apporteront leur titre. Une OPR, c'est une offre publique qui existe depuis 1989. Ça veut dire offre publique de retrait, sous-entendu retrait de la cotation. Donc là, il y a l'actionnaire majoritaire qui souhaite retirer de la cote la société, moyennant une somme qui sera versée aux actionnaires qui apporteront. OPRO, ça date de 1993. C'est une offre publique de retrait obligatoire. Alors ici, les minoritaires n'ont pas le choix, c'est une expropriation, puisque le majoritaire a le pouvoir légal d'obliger les minoritaires à lui céder leur titre, moyennant donc une somme versée. Et comme les OPR, les OPRO sont souvent lancés à la suite, c'est-à-dire qu'on lance l'OPR puis après l'OPRO dans la foulée, il y a souvent des confusions entre l'OPR tout court et l'OPRO où on mélange un certain nombre de choses. Donc retenez bien ça, une OPR tout court, c'est un retrait de la cote et une radiation de la cote, donc les titres après ne seront plus en bourse. Et une OPRO, c'est une expropriation. Donc il peut y avoir très bien des OPR sans OPRO, donc c'est assez rare mais ça peut arriver. Et là à ce moment-là, vous pouvez être actionnaire de titres, puisque vous n'avez pas été exproprié, mais qui ne sont plus cotés en bourse. Vous êtes alors sur du non-coté. On y reviendra tout à l'heure. Alors les différents acteurs OPA, OPR, OPRO. Il y a 4 principaux acteurs. Le premier, c'est la société cible ou la société visée. Le deuxième acteur, c'est l'initiateur de l'offre publique. Le troisième acteur, c'est l'AMF pour sa partie réglementation, qui vérifie la conformité juridique, etc. Et Euronext qui a une casquette qui est l'organisation des cotations, suspension de cotation, etc. Et une deuxième casquette, parfois, pour certains compartiments de la cote, puisque c'est Euronext qui va fixer la réglementation. Donc cette réglementation, elle sera différente selon le compartiment de cotation de la société cible. Donc vous avez ça en fin de compte. Donc là vous avez les différents compartiments de cotation, Euronext ABC, Euronext Gross, Euronext Access et Access Plus. Donc pour tous ceux pour qui c'est pas très clair, ça ces compartiments, qu'est-ce que c'est? Je vous remets ici le lien d'une vidéo que j'avais faite où j'expliquais les différents compartiments de la cote, marché réglementé, non réglementé, qu'est-ce que c'est? Et vous allez pouvoir avoir les idées beaucoup plus claires sur ce que sont ces différents compartiments. Donc là ici pour la réglementation, il y a donc deux types de réglementation. Il y en a une qui est pour le compartiment Euronext Access et Access Plus, c'est ici. Donc là c'est les règles Euronext Access qui s'appliquent et on peut faire des OPA et des OPR et on peut ne pas faire d'OPRO. Donc on ne peut pas faire d'expropriation sur Euronext Access ou Access Plus. C'est pas possible d'un point de vue réglementaire, c'est pas une possibilité prévue. Par contre, sur Euronext Gross et Euronext ABC, vous avez possibilité de faire une OPA, une OPR et une OPRO, donc une expropriation. Et là, le règlement qui s'applique, c'est le règlement général AMF. Donc pour la partie AMF, c'est le règlement, il s'appelle règlement général, c'est le livre 2 type 3, on va le voir tout de suite. Et si la cotation elle est sur Euronext Access, donc c'est le règlement spécifique. Alors on se trouve donc sur le site AMF, on va dans réglementation, on prend règlement général et on fait règlement général en vigueur. Et là vous avez le règlement qui est donc en ligne. Donc comme on a dit, c'est sur le livre 2, titre 3, et là vous avez toute la réglementation du règlement général AMF sur toutes les offres publiques. Donc notamment si vous voulez voir la partie spécifique sur les offres publiques de retrait, c'est le chapitre 6. Vous allez là, et
quand vous y êtes, en fait, là, vous avez tous les articles avec les seuils, 90% du capital, etc., etc. Donc moi, ce que je vous invite à faire quand vous voulez consulter la réglementation, c'est toujours aller sur les sources officielles, donc là, le site AMF, et d'aller sur les versions en ligne plutôt qu'avoir des fichiers PDF téléchargés sur vos propres PC, parce que vous pouvez très bien avoir des documents qui ne soient pas strictement à jour d'un point de vue réglementaire. Pour trouver les règles d'Euronext Access, vous tapez directement Euronext Access file 2.pdf et là vous avez directement le fichier en fait. Donc le fichier c'est celui-là. La partie qui nous intéresse sur les radiations, on la trouve ici. Dans le paragraphe 5, là vous avez toutes les causes en fait de faire des offres publiques de retrait. Alors voici les points de la réglementation qui sont à retenir selon moi. Alors ça reste bien évidemment une synthèse. Vous comprenez bien qu'avec tous les articles de la réglementation qui existent, on ne peut pas à travers une simple vidéo de 20 minutes les aborder tous. Mais voici selon moi les points qui sont principaux. Alors sur Euronext Access et Access Plus, donc anciennement marché libre, il n'y a pas d'OPRO possible. Les OPA et les OPR sont possibles. Et pour les OPA, il n'y a aucune OPA qui est obligatoire ou qui est liée à des seuils. Par exemple, le majoritaire peut très bien vendre ses parts à hauteur de, s'il a par exemple 80% de l'entreprise, il les vend à quelqu'un d'autre. Et les minoritaires qui ont 20% n'auront pas du tout cette possibilité de participer au même prix à cette sortie. C'est pour ça que, comme je le dis souvent, Euronext Access et Access Plus, faites attention, c'est vraiment le marché qui protège le moins les minoritaires. Si vous y allez, faites vraiment attention où vous mettez les pieds. Pour lancer une OPR, le majoritaire, il doit avoir plus de 90% du capital ou des droits de vote. Et pour lancer une OPRO, le majoritaire, il doit avoir 90% du capital et des droits de vote. Alors dans les faits, là où la réglementation rend possible les OPRO, l'initiateur lancera quasi toujours une OPR et une OPRO en même temps, parce que souvent sa volonté, c'est de sortir de la cote sans minoritaire. Donc il ne va pas lancer une OPR alors qu'il n'a pas déjà 90% du capital et des droits de vote. Souvent, en fin de compte, il a déjà les conditions pour faire l'OPRO, donc il lance dans la foulée l'OPR pour acquérir sur le marché tout ce qu'il peut acquérir en papier, et puis l'OPRO pour avoir après l'expropriation. Sur Euronext Gross, vous avez une OPA obligatoire si plus de 50% du capital ou des droits de vote sont franchis. Tandis que sur le compartiment ABC, l'OPA elle est obligatoire si vous avez plus de 30% du capital ou des droits de vote. Alors peut-on refuser d'apporter ces titres à une OPA? Donc la réponse est oui. Quels sont les risques de ne pas apporter? Donc post-OPA, il est possible que la liquidité du marché devienne beaucoup plus faible. Après l'offre, est-ce que je pourrais toujours acheter ou vendre des titres? La réponse c'est oui, vous pourrez le faire sur le marché boursier. Et est-ce qu'on aura toujours le droit de toucher des dividendes, d'aller en AG, etc. Oui, car vous êtes toujours actionnaire. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que post-OPA, que vous apportez une partie ou pas du tout, votre actionnariat fonctionne de la même façon qu'avant l'OPA. Alors question maintenant sur l'OPR. Donc l'OPR, je rappelle, c'est une radiation de la cote. Donc peut-on refuser d'apporter ces titres? La réponse est oui, on aura alors des titres qui seront non cotés. Quels sont les risques de ne pas apporter? Donc la liquidité du marché boursier n'existant plus puisque vous êtes sur du non coté, si jamais la société elle est en difficulté, il y a un vrai risque de perdre tout votre capital. Tandis que si vous étiez encore sur un marché boursier coté, si jamais la société fait des mauvaises publications catastrophiques, peut-être que le cours il va s'écrouler de 30, 40, 50, 60%, mais vous allez pouvoir toujours vendre et récupérer une partie de votre mise. Là, quand vous êtes sur du non-coté, c'est beaucoup plus difficile de trouver quelqu'un qui peut vous acheter vos titres. Donc après l'offre publique de retrait, pourrais-je encore acheter ou vendre de nouveaux titres? Donc la réponse c'est oui, mais à ce moment-là, ça se fera en gré à gré. Donc c'est à vous d'aller contacter directement les personnes, de les trouver, et les frais seront plutôt élevés. Ça se fera via des ordres de mouvement. Donc j'ai pris ici par exemple les frais de mon courtier Bourse Direct. Donc il explique clairement que les frais administratifs liés à une opération sur une valeur non cotée, c'est 300 €. Et les transferts sortant de titres non cotés, c'est 50 €. Donc si vous voulez sortir une ligne du non coté, que vous avez peut-être au sein de votre PEA, ça va déjà vous coûter 350 €. En non coté, comment se fixe le prix des transactions? Donc là, c'est au gré à gré via de la négociation. Et dans ce cas-là, il est possible que vous arriviez à des prix de transaction qui soient décorrélés de la réalité économique de l'entreprise, puisque moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des
majoritaires qui me contactent et même des fois qui me relancent. Je sentais à ce moment-là qu'ils étaient particulièrement motivés pour racheter mes titres. Donc ça, c'est des positions qui sont idéales pour pouvoir faire monter les enchères et faire des transactions qui sont probablement beaucoup plus élevées que la valeur réelle de l'entreprise. Donc là, c'est vraiment de la négociation. En non-coté, ai-je encore le droit de consulter les comptes, toucher les dividendes, d'aller en AG? La réponse est oui, parce que vous êtes toujours actionnaire. En non-coté, puis-je laisser mes titres en PEA? La réponse est oui, selon toujours les critères d'éligibilité du PEA. Par exemple, le siège social doit toujours rester dans l'Union européenne. En non-coté, quelle sera la valorisation de ma ligne par mon courtier? Au dernier cours connu. Donc si vous avez des titres non cotés au sein de votre PEA, par exemple, et que c'est non coté depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, si le dernier cours connu c'est 10 euros, en fait votre valorisation sera toujours à hauteur de 10 euros par titre, même si la société a énormément grandi, par exemple. Question maintenant sur les offres publiques de retrait obligatoire. Alors peut-on refuser d'apporter ces titres? Donc la réponse c'est non, puisque là on est exproprié, il n'y a absolument pas le choix. Quels sont les risques? Donc le risque c'est d'être exproprié à un prix qui ne soit pas équitable. Donc qui fixe le prix de l'offre publique de retrait obligatoire? Donc il y a un expert qui est dit indépendant. Après dans les faits cet expert il est désigné par la société cible. Donc on peut penser que si la société cible a son conseil d'administration qui valide l'OPRO ou la prise de contrôle à hauteur de 20 euros, probablement que l'expert indépendant il va aussi aller sur 20 euros, quoi. Après il y a aussi quand même l'AMF qui est le garde-fou de ça et qui regarde les OPRO, est-ce que le prix selon des critères, est-ce qu'il est plutôt correct ou pas. Donc quels sont les frais lors de l'OPRO si vous subissez une OPRO? Donc si vous attendez en fait l'OPRO, les frais de courtage seront à la charge de l'acheteur. Alors ça avait du sens quand on avait des frais de courtage comme il y a 15 ou 20 ans à hauteur de 3-4%. Voilà, vu qu'on est tombé sur des frais de courtage à 0,1%, ça sert quasi plus à rien d'attendre l'OPRO. Alors j'avais mis petit 1 OPRO ici parce que, comme je l'ai dit, en fait une OPRO arrive souvent après une OPR. Donc quand il y a une OPRO qui est enclenchée en même temps dans l'ordre, on fait d'abord l'OPR. Et si vous ne voulez pas payer du tout les frais de courtage, attendez l'OPRO. Donc après l'offre, pourrais-je encore acheter ou vendre de nouveaux titres, accéder au compte et aller en AG, toucher les dividendes, etc. La réponse c'est non, puisque vous n'êtes plus actionnaire. Alors l'exemple d'une séquence typique qu'on pourrait avoir sur une OPA, une OPR, une OPRO sur le compartiment A, qui est donc un compartiment réglementé. Imaginons une société dont le capital est constitué ainsi. Vous avez les fondateurs qui ont 23% à travers une holding, deux fonds qui possèdent 5% et 12%, et le flottant qui est entièrement en bourse à hauteur de 60%. Supposons que les fondateurs se mettent d'accord avec les deux fonds ici pour récupérer leur part et passer à ce moment-là à 40%. Donc comme on l'a vu, il y a un dépassement de seuil, le seuil de 30%, donc il va y avoir une OPA qui sera donc obligatoire. Il va falloir que les fondateurs offrent la même porte de sortie au marché, les 60% de flottants, au même prix qu'en fin de compte ils ont offert au fonds CPO et 3A. Donc typiquement ça va se traduire comme ça. Quand vous avez le capital qui est donc comme ça avec la société cotée, il va y avoir une suspension de cotation. Il va y avoir après une publication d'un communiqué qui indique le deal entre donc les fondateurs et puis les deux fonds, et une intention de faire une OPA. Supposons qu'ils veuillent aller jusqu'à exproprier tout le monde et sortir de la cote. Donc ils vont annoncer qu'ils proposent aussi de faire une OPR et une OPRO si les conditions le permettent, les fameuses conditions de seuil qu'on a vues précédemment. Derrière, il y aura une reprise de cotation et là le cours va s'ajuster probablement autour du prix de 20 euros. Il y aura ensuite le dépôt du projet d'OPA qui indiquera notamment la volonté de faire une OPR et une OPRO, la validation de l'AMF, la publication du calendrier de l'OPA, la réalisation de l'OPA et derrière les résultats de l'OPA. Et là, il y a plusieurs possibilités. Si le fondateur, qui je rappelle voulait sortir l'ensemble des minoritaires et sortir de la cote, s'il n'a pas atteint les 90% du capital ou des droits de vote, il fera en fait un deuxième tour en fait quelque part de l'OPA. Il pourra en fin de compte à nouveau proposer avec la même notice en fait OPA aux minoritaires de apporter au même prix dans les mêmes conditions avec les mêmes objectifs. Ça lui permet en fin de compte de faire un second tour pour pouvoir essayer de ratisser encore plus de capital.
Si après, à l'issue de ça, le fondateur il possède 90% du capital ou des droits de vote, il peut lancer une OPR avec une nouvelle garantie en fin de compte à 20 euros. Et si jamais derrière il possède 90% du capital et des droits de vote, il pourra faire l'OPRO expropriation. Alors en exemple, je vais prendre la société Mint. Donc voici le graphe de cette société. J'ai identifié 4 points particuliers que je vais détailler avec vous. Donc le point 0, on a la société qui s'appelait Eoden qui possédait 17% du capital. Donc c'était à peu près ici en octobre 2020. Et en point 1, en fait, Eoden annonce son intention de lancer une OPA à 10 euros avec une volonté de faire une OPR et une OPRO, donc exproprier tout le monde, sortir le titre de la cote à 10 euros. Donc il y a eu, comme je vous l'ai annoncé dans le cadencement, suspension de cotation, communiqué, reprise de cotation, etc. Donc c'est pour ça que là le cours il s'envole. Donc là c'est l'ajustement du cours autour de 10 euros. Et donc en point 2, l'OPA en fait elle se fait et Eoden passe alors à 58% du capital. C'est pas suffisant pour faire l'OPR, l'OPRO, puisque je rappelle qu'il faut, pour pouvoir exproprier les gens, 90% du capital et aussi 90% des droits de vote à minima. Donc il lance en fait le deuxième tour, entre guillemets, ici le point 3, et donc on a le résultat du deuxième tour avec l'OPA toujours à 10 euros, et là il récupère quasi rien, et donc il contrôle à peu près 62% du capital. Donc au final, vous avez après le cours de bourse qui continue. On est dans le cas que j'avais évoqué. Est-ce que je ne peux ne pas apporter à l'OPA? La réponse c'est oui. Après, vous vivez le cours de bourse. En conséquence, dans la situation actuelle, on a Eoden qui contrôle maintenant Mint à hauteur de presque 62%. Et la volonté en fait de sortir Mint de la cote par une OPR et de sortir les minoritaires par une OPRO a échoué. Après, l'histoire n'est pas finie. On verra s'il y a une OPA supplémentaire ou pas. Autre exemple que je voudrais prendre avec vous, c'est IGE-XAO Group. Donc il y avait eu en 2018 une OPA avec le point que j'ai identifié 1. Et là il y a une nouvelle intention d'OPA à un cours qui est beaucoup plus élevé. Donc les deux points que j'ai identifiés, c'est le point 1. Donc l'initiateur c'est Schneider qui a lancé une OPA à 130 euros avec une volonté de faire une OPR, une OPRO. Donc ça c'était début 2018. Donc il y a eu le premier tour et le deuxième tour parce qu'ils n'avaient pas récupéré assez de titres. Et à la fin du deuxième tour, Schneider possédait 62% du capital. Donc là aussi, bloqué, OPR, OPRO, pas possible puisqu'ils n'avaient pas plus de 90%. Là, le point 2, c'est à l'été 2021, ils ont annoncé faire une OPA à 160 euros avec une volonté de faire une OPR et une OPRO. Mais il se trouve qu'il y a des fonds qui ont des titres depuis certains même depuis longtemps. En fait, ils ont annoncé qu'ils ne participeraient pas à cette offre publique d'achat, donc ils ne vont pas apporter. Et l'ensemble de ces fonds pèse plus de 10% du capital. Donc ça veut dire qu'en conséquence, l'OPA à 260 euros qui est prévu normalement sur septembre 2021, on sait que l'OPRO elle est déjà bloquée puisque 10% du capital ne sera pas apporté. Alors la suite, c'est Schneider qui va l'écrire. Est-ce qu'ils vont quand même faire leur OPA et puis après laisser le cours de bourse vivre sa vie et puis revenir peut-être à un troisième OPA plus tard? Ou est-ce qu'ils vont directement faire une surenchère maintenant? Ça, on ne sait pas, on verra. Et dernier exemple, c'est un exemple d'une société qui est sur Euronext Access, donc anciennement marché libre. Donc là, je voulais vous montrer qu'on peut avoir une OPR sans OPRO. Puisque sur Euronext Access, l'OPRO est impossible. Donc la société elle s'appelle Simon International. Donc ça c'est tout récent. Il y a eu le résultat de leur offre qu'ils ont faite aux minoritaires du 1er septembre 2021. Donc ils ont annoncé qu'ils ont acquis un certain nombre de titres du 27 mai au 2 juillet. Et donc au final, la société possède en fait 89% du capital et 92% des droits de vote. Donc ils expliquent que conformément en fait à la réglementation, l'article 5.2 alinéa 4 que je vous ai montré sur le PC sur les règles Euronext Access, en fait ils vont demander une OPR, c'est-à-dire une offre publique de retrait de la cote. Et donc ils expliquent que le retrait de la cote il sera fait le 3 septembre pour Euronext Access et puis la chambre de compensation Euroclear ce sera le 6 septembre. Donc voilà, j'ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous apporter
des compléments ou des réponses à vos questions que vous pouvez avoir en lien avec les OPA, OPR, OPRO. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao!